j'allais dire bienvenue au club pour la 3e année consécutive pour un certain nombre d'entre vous. Le fait que nous en soyons à la 3e édition montre qu'il y a une demande, effectivement, et un succès certain de l'opération. Je voudrais bien entendu remercier Michel Rouget, directeur du musée, de nous accueillir et d'avoir guidé l'initiative de ces universités d'été. Merci aussi à Elena, qui est la cheville ouvrière de l'organisation. Et puis, bien entendu, merci aussi aux intervenants, aux spécialistes, mon commandant Brézé, et puis Tristan Lecoq, inspecteur général, mais également capitaine de frégate. De vaisseau, pardon, mon Dieu. Oh, je m'y ferai jamais au grade de la marine. Hubert Herriès, collègue et ami de Montpellier, Célicine Poutin qui est là, grande spécialiste du camouflage, et puis 2 collègues chercheurs qui nous rejoindront demain, donc Madame Druel-Korn de l'Université de Limoges, grande spécialiste des dimensions économiques de la Grande Guerre, et puis Madame Bandurin qui nous parlera notamment des transports des troupes coloniales dans cette Grande Guerre. Alors effectivement, la thématique des mers, des océans dans la Grande Guerre est tout à fait intéressante parce que transversale. Transversale et questionnante, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, mer et océan, ça signifie zone de combat. Zone de combat et zone de combat mondialisée. C'est-à-dire, nous avons des combats navals aussi bien à Papeete qu'au Falkland, qu'à Dogger Bank, et que, bien entendu, au Jutland, à des dates, bien entendu, très différentes. Mais on peut se poser déjà, d'entrée de jeu, une question fondamentale. Est-ce que l'outil guerrier maritime et ses emplois dans la Grande Guerre correspondent à ce qui avait été plus ou moins prévu? Bien entendu, non. Je crois que la réponse est évidente, avec plusieurs déplacements, déplacement de la guerre de surface vers la guerre sous-marine, déplacement du gros au faible. Je m'explique en disant cela. Il est tout à fait étonnant de suivre certaines opérations en Méditerranée, et Hubert Herriès nous en parlera sûrement, quand on voit des petites vedettes en torpilles italiennes des masses venir à bout des plus gros navires de la flotte austro-hongroise. C'est pas ce qui avait été prévu. Et je suis sûr que Tristan Lecoq va nous parler effectivement de ce qui était prévu dans les têtes, si vous voulez, en termes de bataille navale telle qu'on l'imaginait au début de la Grande Guerre. Surtout que 2 États, l'Angleterre, le Royaume-Uni, et l'Allemagne, s'étaient livrés à une véritable course aux armements, qui n'est d'ailleurs réelle que dans le domaine de la marine, et qui avait permis de mettre au point les 2 flottes les plus importantes de l'époque. Or, ces 2 flottes de surface, on s'aperçoit qu'elles sont largement, et je parle sous le contrôle des spécialistes, largement sous-employées par rapport à ce que l'on avait attendu. Bon, ça c'est la première dimension, c'est la dimension, je dirais, combat naval, strictement. Mais, bien évidemment, la mer, les mers et les océans sont autre chose. Mers et océans sont aussi des espaces transport, des espaces économiques, et, nous verrons demain, des espaces culturels, si je puis dire. Alors, espace transport, ça signifie assurer les routes maritimes, ça signifie faire venir des hommes et des marchandises. L'Europe en guerre a des besoins absolument énormes en toutes sortes de denrées. Je prends un exemple qui va peut-être vous faire sourire, mais qui à mes yeux est capital. C'est celui de la viande congelée. C'est celui du blé. Énormément de blé et de viande congelée viennent du Canada, d'Argentine, d'Australie. Et dès 1915, si vous voulez, fin 1915, la seule Grande-Bretagne importe en France 20 000 tonnes de viande congelée par mois. Il faut bien des navires pour transporter tout cela. De la même manière qu'il faut des navires pour transporter les hommes des empires coloniaux venant combattre en Europe, sur le front occidental, ou des hommes que l'on envoie, par exemple, bien entendu, aux Dardanelles. Donc, nos espaces maritimes sont autant d'espaces convoités,
sont autant d'espaces stratégiques, mais au sens économique du terme, bien évidemment. Ça n'est sans doute pas anodin si, dès le 6 août 1914, nous sommes en guerre depuis 4 jours pour la France, dès le 6 août, les États-Unis demandent l'application de la déclaration de Londres sur les droits des neutres en mer. Et si je reste sur l'exemple états-unien, vous savez tous pertinemment que ce qui fait l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, ce n'est sûrement pas l'Alsace et la Lorraine de qui se contrefiche éperdument, ce n'est sûrement pas le sort de la Belgique qui est réglé, si je puis dire, par l'occupation allemande, ce sont les mers, les océans et le commerce américain. Puisqu'à partir du moment où, en février 17, l'amirauté allemande lance la guerre sous-marine à outrance, c'est-à-dire qu'elle annonce qu'elle va couler désormais les navires neutres, y compris, c'est-à-dire les navires américains, eh bien les farmers du Middle West seraient pénalisés, puisque ça reviendrait à couler effectivement des navires américains chargés de blé et d'autres denrées. C'est donc bien la mer, la liberté de navigation sur les mers et les océans qui implique directement l'entrée en guerre des États-Unis. Et pour poursuivre toujours sur les États-Unis, le deuxième point des fameux 14 points de Wilson de janvier 1918, qui va servir de base de discussion aux propositions de paix, bien entendu, concerne la liberté de navigation sur les océans. Donc, on est bien dans un espace stratégique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire pas seulement de stratégie militaire stricto sensu, mais aussi de stratégie plurielle, économique notamment. Et puis nous verrons demain, pour terminer, effectivement, les dimensions, les enjeux que j'appelle culturels, au sens là aussi très large. C'est-à-dire les systèmes de représentation mentaux qui s'accrochent aux mers et aux océans. Et là, le sujet est d'importance aussi, parce que dans une guerre en voie de totalisation, à mon sens plutôt que dans une guerre totale, on n'est pas encore dans une guerre totale en 1914-18, mais dans une guerre en voie de totalisation, mers et océans deviennent des arguments dans les comportements médiatiques notamment, parce que cette guerre est une guerre des médias. Aussi, très largement, on a redécouvert en 14-18 le poids considérable de la plume, de l'écrit. Nous sommes, ne l'oubliez pas, dans une culture de l'écrit en 1914-1918. Tout le monde sait lire et écrire, et même le poilu de base envoie des lettres. Nous sommes, ne l'oubliez pas, à l'époque où les journaux quotidiens atteignent une puissance qu'ils n'ont jamais retrouvée depuis. Rien qu'en France, vous avez 4 journaux millionnaires, ou presque. 4 journaux qui, chaque jour, tirent à plus d'1 million d'exemplaires. Je ne sais pas si vous voyez la puissance colossale de cette presse écrite. Et du coup, dans cette guerre médiatique, bien évidemment, les océans deviennent des enjeux culturels. Deviennent des enjeux par, notamment, la présentation de l'ennemi forcément barbare. Le barbare, c'est toujours l'autre, bien sûr. Et ce sont, par exemple, les Britanniques, les Alliés, d'une manière générale, qui vont accuser les Allemands de torpiller le Lusitania ou quelques autres navires. Donc le barbare, c'est l'autre, il ne se conforme pas aux droits de la guerre, notamment aux droits de la guerre des conventions de La Haye de 1899. Mais le barbare, c'est tout autant, aux yeux des Allemands, cette fois, les Anglais, qui mettent sur les navires qui traversent l'Atlantique, qui mettent donc sur la proue de leurs navires des officiers allemands prisonniers, afin que si un U-boat vient torpiller, eh bien, les prisonniers allemands soient les premières victimes. Donc nous sommes bien dans ces espaces maritimes, aussi dans des enjeux culturels. Et Cécile Coutin nous parlera effectivement d'une dimension extrêmement importante de ces enjeux culturels, que sont effectivement les procédés de camouflage. Ça peut paraître anodin, c'est absolument capital, puisqu'il s'agit de dissimuler le plus possible aux yeux de l'adversaire le navire, le bâtiment.
Hein. Donc, effectivement, ces procédés de camouflage sont des méthodes pour sauvegarder une flotte, au même titre que la technique des convois, au même titre que les premiers essais de détectage par ultrasons sont aussi des techniques pour préserver le bâtiment. Donc vous voyez, mers et océans nous obligent à faire des approches globales sur la Grande Guerre. Et je crois que c'est un des enjeux essentiels, bien entendu, de ces 2 journées. Donc je vais laisser la parole à Tristan Lecoq, inspecteur général donc, de l'Éducation nationale. Moi aussi, je voudrais avoir une petite pensée pour Maurice Weiss, puisque Maurice, je le connais depuis 1972, lorsqu'il fut mon professeur de terminale, que j'ai retrouvé à plusieurs reprises au cours de ma carrière. Et bien entendu, nous pensons tous à lui, mais nous savons qu'il est là, effectivement, avec nous. Et puis on va essayer de faire aussi très bien sans lui, si je puis dire. Voilà, donc je passe immédiatement la parole pour la conférence introductive à Tristan Lecoq, qui va être effectivement en terrain d'expertise et d'excellence sur ces sujets.